Un milliardaire tombe sur une adolescente qui lave discrètement la vaisselle dans la cuisine de son manoir. Et il est sur le point de découvrir une vérité douloureuse qu'elle essaie désespérément de cacher. À 3 heures du matin, Edward Harrison errait dans le silence de son immense domaine. Les longs couloirs faisaient écho à ses pas, absorbés par les sols en marbre et un calme pesant. En approchant de la cuisine, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Là, dans la lumière tamisée, se trouvait Emily, une jeune fille de 17 ans. Penchée sur l'évier, elle frottait énergiquement une montagne d'assiettes. Ses mains étaient gercées et rouges à cause de l'eau chaude, et la panique se lisait sur son visage. Elle aurait dû être au lit, peut-être même à l'école. Mais au lieu de cela, elle était là, mentant et cachant quelque chose qu'elle ne voulait surtout pas révéler. Edward n'était pas seulement un homme riche, il avait bâti sa fortune sur sa capacité à lire les gens et à repérer des choses que d'autres ne voyaient pas. Et ce soir-là, il sentait bien que cette fille n'aidait pas simplement sa mère à nettoyer. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus douloureux, un sacrifice encore enfoui. Son manoir était immense, mais étrangement vide. Et cette nuit-là, le silence semblait plus lourd que d'habitude. Seul le carillon lent et grave de l'horloge du hall brisait ce calme. 3 coups résonnèrent dans le couloir. Il était exactement 3 heures. Edward se tenait en haut du large escalier, resserrant sa robe de chambre en soie. Il avait fondé une entreprise de transport maritime international à partir de rien, devenant un homme capable de prévoir les perturbations avant qu'elles n'arrivent. Si une tempête se formait dans la mer de Chine méridionale, il savait immédiatement quel navire devait changer de cap. Mais ce soir, il ne pouvait rien faire contre son agitation intérieure. Son esprit, autrefois un atout, était devenu un fardeau qu'il ne parvenait plus à apaiser. En revenant de la bibliothèque, la maison lui parut glaciale. Dans une main, il tenait un lourd livre sur l'histoire romaine, resté fermé, intact. Il avait essayé de se détendre en lisant. Il avait essayé la musique, il avait tenté la méditation. Rien ne fonctionnait. Son esprit refusait de se calmer. C'est alors qu'il entendit un bruit. Ce n'était ni fort ni menaçant. Son système de sécurité était infaillible. Personne ne pouvait s'introduire chez lui. Non, ce bruit était différent, doux, presque dissimulé. Un verre posé avec précaution sur un plan de travail. Edward s'arrêta et tendit l'oreille. Le son venait d'en bas, au fond de la maison. La grande cuisine, un rythme léger et régulier, celui d'une éponge frottant une assiette. Curieux, il s'avança silencieusement dans le couloir, ses chaussons glissant sur le tapis moelleux. Il descendit les escaliers rapidement, l'esprit en alerte. Ce n'était pas un cambrioleur. Un voleur ne ferait pas le ménage. Cela devait être quelqu'un du personnel. Mais pourquoi quelqu'un laverait-il la vaisselle en pleine nuit? Il poussa la grande porte en chêne de la cuisine. La pièce était sombre, seulement éclairée par une petite lampe au-dessus de la cuisinière. L'espace, immense, était conçu pour de grandes réceptions. Des comptoirs en acier inoxydable et des placards en bois sombre donnaient à la pièce un air à la fois industriel et raffiné. Au milieu, presque avalée par l'ampleur de la pièce, se trouvait une fille. Dos tourné, elle s'affairait au grand évier en métal, frottant un verre à vin avec une concentration tendue. Edward s'éclaircit la gorge. La jeune fille sursauta. Elle poussa un cri et se retourna si brusquement qu'elle faillit laisser tomber le verre. Il glissa de ses doigts mouillés. « Oh !» s'écria-t-elle en se jetant pour le rattraper. Elle l'attrapa de justesse, les jointures blanches sous la pression. Ses yeux croisèrent les siens, grands ouverts, remplis de peur. Pas de simple surprise, de la vraie peur, celle qui ne vient pas d'un simple sursaut. « Monsieur Harrison ?» murmura-t-elle. Edward ne savait pas qui elle était. Il employait beaucoup de monde, mais voyait rarement ses employés en personne. La gestion de la maison était entre les mains de son chef de personnel, Robert. « Qui es-tu » demanda Edward. Son ton n'était pas dur, mais portait l'autorité d'un homme habitué à des réponses franches. « Je m'appelle Emily, monsieur, Emily Carter. »
balbutia-t-elle en s'essuyant nerveusement les mains avec une serviette. Son regard se tourna vers la porte comme si elle cherchait une issue. « Je suis la fille de Linda. Linda, sa gouvernante. » La mémoire d'Edward se précisa. Linda Carter travaillait pour lui depuis 5 ans. Discrète, fiable, elle faisait tourner la maison sans accroc. Il avait confiance en elle. « Émilie », dit Edward en avançant dans la pièce. Il actionna l'interrupteur et les plafonniers s'allumèrent dans un bourdonnement sec. La cuisine fut inondée d'une lumière vive et clinique. Émilie plissa les yeux sous l'éclat brutal. Il la vit enfin clairement, une adolescente mince, sans doute 17 ans. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval lâche et ébouriffée, des mèches collées à son front humide. Sa peau était pâle et de profondes cernes sombres marquaient son regard. Non pas à cause du manque de sommeil, mais à cause de quelque chose de plus lourd, de plus épuisant. Elle avait l'air de quelqu'un qui menait un combat invisible depuis bien trop longtemps. « Que fais-tu ici à cette heure ?» demanda Edward de nouveau, mais cette fois, sa voix était plus douce. « Où est ta mère ?» demanda-t-il calmement. « Elle ne se sent pas bien, monsieur », répondit Émilie rapidement, trop rapidement, comme si elle avait répété cette phrase à l'avance. « Juste un rhume, rien de grave. » Elle hésita avant de poursuivre. Elle se sentait mal à cause du désordre après votre réception. Elle s'en inquiétait, alors je lui ai dit que je m'en chargerais. Je voulais qu'elle se repose. Le regard d'Edward passa de son visage pâle et anxieux à l'évier derrière elle. Il débordait de vaisselle, des piles d'assiettes sales, des casseroles, des plateaux de service et des verres élégants. Les restes d'un dîner pour une trentaine d'invités, ce n'était pas un simple coup de nettoyage. C'était le genre de tâche qui demandait une équipe entière, pas une adolescente seule. « Un rhume ?» répéta Edward à voix basse. Il la fixa, décortiquant mentalement le mensonge. Il n'était pas convaincu. À son âge, elle aurait dû être en train de dormir. Et elle avait été envoyée seule à 3 heures du matin. « Et c'est elle qui t'a envoyé ?» demanda-t-il, un sourcil levé. « À cette heure-ci? Pour faire son travail ?» « Non !» s'écria Émilie. Sa voix fut soudaine, tranchante, défensive. L'espace d'un instant, la peur laissa place à la colère. « Elle ne m'a rien demandé, elle ne sait même pas que je suis là. » Edward resta silencieux à l'écoute. « Je suis entrée toute seule, j'ai une clé, je l'aide le week-end, donc je connais ses horaires. Je voulais juste finir avant qu'elle se réveille. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. » Edward reconnaissait le courage quand il le voyait. C'était une explication audacieuse, mais c'était toujours un mensonge. « Tu devrais être au lit, » dit-il en croisant les bras. « Tu as école demain, ou plutôt, tout à l'heure. » Ces mots la frappèrent comme une pierre. Elle sursauta, à peine, mais Edward le remarqua. Ses épaules se crispèrent. Son regard tomba au sol. Il savait reconnaître ce genre de réaction. Des années de négociations en salle de réunion lui avaient appris que les plus petits gestes révélaient souvent les plus grands secrets. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle, « je vais finir vite, je ne vous dérangerai plus. » Elle se tourna vers l'évier comme pour clore la discussion. C'était une supplique silencieuse. « Laissez-moi tranquille. » Mais Edward ne bougea pas, il ne parla pas. Pendant un long moment, il se contenta de l'observer. Ses mains étaient rouges, irritées par le savon et l'eau brûlante. Ses gestes étaient fatigués, mécaniques. Puis quelque chose attira son attention. Près de la porte de service, un sac à dos, usé, vieux, lourd. Les coutures tiraient, la couleur était passée. Un cordon bleu et or pendait de la fermeture éclair brillant sur le tissu terne. Edward plissa les yeux. Il le reconnut. C'était un cordon d'honneur, le genre remis aux meilleurs élèves, ceux qui prononcent le discours de fin d'année. Dans la poche latérale, un petit cadre photo. À l'intérieur, une vieille image d'une femme et d'un homme en uniforme militaire impeccable. L'esprit d'Edward s'emballa, essayant de relier les éléments. Une fille brillante et épuisée qui lave la vaisselle à 3 heures du matin, prétendant que sa mère est malade.
portant un cordon de major de promo et une photo de quelqu'un en uniforme. Rien ne collait, l'histoire ne tenait pas, le schéma était brisé, et Edward Harrison avait bâti son empire en repérant les schémas brisés. « Laisse la vaisselle », dit soudain Edward. Émilie se figea, les mains encore dans l'eau savonneuse. « Monsieur, laisse tout, rentre chez toi, va dormir. »« Mais, ma mère, elle va être très contrariée si elle voit tout ça encore sale. Elle pourrait avoir des ennuis. »« Je parlerai à ta mère, » dit Edward. Sa voix était calme, pas dure mais ferme. Il n'y avait pas de place pour discuter. « Rentre chez toi, Émilie. » Elle resta figée une seconde de plus, puis céda lentement. Ses épaules s'affaissèrent, non pas soulagées, mais résignées. On aurait dit qu'elle abandonnait, qu'elle avait échoué à quelque chose d'important. « Oui, monsieur. Merci, monsieur, » murmura-t-elle. Elle retira son tablier humide et lourd, le posa de côté et prit son sac. D'un dernier regard, elle glissa par la porte latérale, disparaissant dans l'air frais avant le lever du soleil. Edward resta là, seul dans la vaste cuisine silencieuse. Le silence revint, mais cette fois, il était pesant. Il n'avait plus rien de paisible. Il était chargé de questions sans réponse. Il repensait au cordon bleu et or, au genre d'élève qui le méritait. Il regarda à nouveau l'évier rempli de vaisselle, une élève brillante nettoyant les restes d'un dîner à 3 heures du matin. Il sortit et se dirigea vers son bureau. Il ne tenta même pas de dormir. À la place, il s'installa dans son fauteuil en cuir et regarda le ciel passer du noir au gris pâle. Il attendait. À cette heure précise, il prit son téléphone. « Robert », dit-il dès que l'appel fut connecté. Robert Grant travaillait pour Edward depuis 20 ans. Il était rigoureux, efficace et assurait le bon fonctionnement de la maison. « Monsieur Harrison, vous êtes matinal. J'ai besoin que vous vous occupiez de 2 choses pour moi, Robert, » dit Edward. Sa voix était calme, mais ferme. « D'abord, notre gouvernante, Linda Carter. Je veux savoir ce qu'il se passe avec elle. » Il y eut un silence suivi du bruit léger d'un clavier. « Madame Carter, » commença prudemment Robert, « s'est montrée peu fiable ces derniers temps, monsieur. Elle a pris plusieurs jours de congé maladie au cours des derniers mois. En fait, j'étais justement en train de préparer un rapport recommandant son renvoi. »« Laissez tomber ce rapport, » coupa Edward sèchement. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Ses mots étaient nets et définitifs. Ensuite, sa fille, Émilie. Elle a environ 17 ans, non? Elle termine le lycée. Je veux un rapport complet. L'établissement qu'elle fréquente, son dossier scolaire, son assiduité, tout. Il y eut une brève pause de l'autre côté de la ligne. « Monsieur, » dit Robert, surpris, « ce n'était pas une demande habituelle. Elle était dans ma cuisine à 3 heures du matin, Robert, » expliqua Edward. Elle lavait la vaisselle de ma réception, ses mains étaient à vif, elle avait l'air épuisée, mais elle portait un cordon d'honneur de major de promo. Quelque chose ne colle pas. Je veux comprendre ce qu'il se passe. Oui, monsieur, tout de suite. Encore une chose, ajouta Edward. Son sac avait une photo. Un homme en uniforme militaire. Je pense que c'était la 101e division aéroportée. Découvrez de qui il s'agit. Le reste de la journée d'Edward passa dans un flou. Il assista à des réunions sur la logistique du carburant, analysa des retards d'expédition et parla à des dirigeants à l'étranger. Son emploi du temps était chargé, mais ses pensées restaient ailleurs, toujours dans cette cuisine silencieuse. Il n'arrivait pas à oublier le regard effrayé d'Émilie, ni l'éclat de ce cordon bleu et or. En fin d'après-midi, on frappa à la porte de son bureau. Robert entra, un mince dossier en main. Il avait son calme habituel, mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard avait changé. Un trouble discret. « Monsieur », dit-il en posant doucement le dossier sur le bureau d'Edward. Ce dernier fit un geste pour l'inviter à continuer. « Vous aviez raison », dit simplement Robert. Il ouvrit le dossier et fit glisser le premier document sur le bureau verni. Émilie Carter, 17 ans, élève de terminale au lycée Northwood. Edward prit le papier. C'était une capture d'écran du site de l'école.
une photo d'Émilie souriante, tenant un certificat dans les mains. « Ce n'est pas juste une bonne élève, » poursuivit Robert. « C'est la meilleure de tout le département. Moyenne parfaite. Un 20 sur 20, constant. » Elle était en route pour obtenir une bourse d'études complète à l'université de Georgetown. Il y a 2 semaines, elle a été nommée boursière présidentielle des États-Unis, l'un des 160 élèves sélectionnés à l'échelle nationale. Edward fixa la feuille, stupéfait. « Une boursière présidentielle qui frotte des assiettes à 3 heures du matin dans ma cuisine », murmura-t-il. « Qui gâche tout ça ?»« C'est précisément ce qui nous inquiète », répondit Robert à voix basse. Il lui tendit une autre feuille, un rapport officiel de présence émis par le district scolaire. « J'ai parlé directement avec la proviseure de Northwood. Elle était bouleversée, très inquiète. D'après les registres, Émilie n'est plus venue en cours depuis 25 jours, sans explication. Aucun contact. Elle est maintenant considérée comme en abandon scolaire. » Edward se renversa dans son fauteuil, tentant d'absorber l'information. « 25 jours, murmura-t-il. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Elle a déjà manqué la date limite pour accepter la bourse, » ajouta Robert. « Et selon la loi, l'école est obligée de la signaler comme décrocheuse. Sans présence en cours, elle ne pourra pas obtenir son diplôme. Quant à la bourse, elle est perdue. » Edward sentit un poids lui tomber dans la poitrine. Il ne s'agissait pas seulement d'une élève qui manquait les cours, c'était comme voir une lumière brillante s'éteindre avant l'heure, un avenir qui disparaissait. « Pourquoi, Robert ?» demanda-t-il d'une voix basse et tendue. « Pourquoi abandonnerait-elle tout ?» Robert hésita, puis répondit avec gravité, « Sa mère. » Edward leva les yeux. « Ce n'est pas un simple rhume, » dit Robert. « Il y a 2 mois, Linda a été diagnostiquée avec une forme grave et agressive de lupus, le type qui exige un traitement spécialisé. Mais les traitements coûtent cher et sa mutuelle refuse de les prendre en charge. Il considère la thérapie comme expérimentale. » Robert tendit à Edward un devis imprimé provenant d'un centre médical. Le coût de ces médicaments à payer elle-même est de 900 $ par mois. Les mains d'Edward se crispèrent légèrement. Pour lui, ce n'était rien. Mais pour Émilie et Linda, c'était leur survie. Linda a perdu son 2e emploi au pressing. Elle avait manqué trop de journées à cause de sa maladie. Ce travail, votre maison, est leur seule source de revenus et le seul moyen de garder une assurance santé. Ils ont fait couper leur ligne téléphonique, ajouta Robert, pour réduire les dépenses. Edward resta silencieux un long moment, puis il parla. « Émilie est au courant de tout ça. Oui, monsieur, et d'après ce que j'ai appris, elle ne reste pas seulement à la maison, elle travaille. » « Elle a remplacé sa mère, » expliqua Robert, couvrant ses heures de ménage, sans être payée. Elle fait tout le travail elle-même pour éviter que sa mère ne soit renvoyée. Elle essaie de sauver la seule chose qui permet à sa mère de rester en vie. Edward se leva de son fauteuil. Une tempête de colère et de tristesse montait en lui. Il marcha jusqu'à la fenêtre pour reprendre son calme. « Le soldat, Robert, l'homme sur la photo, » dit-il doucement. Robert fit glisser le dernier document sur le bureau. C'était une vieille photo floue provenant d'un dossier militaire. « Capitaine James Carter », expliqua Robert, « le grand-père d'Émilie, le père de Linda. Il a servi dans la 101e division aéroportée, compagnie Baker. 2 missions, très décoré, décédé en 2010. » Les yeux d'Edward se posèrent sur le nom, compagnie Baker. Sa respiration se coupa. Il se détourna brusquement de la fenêtre, comme si un souvenir enfoui venait de remonter. Il traversa la pièce et prit un cadre posé sur son étagère. Un cadre qu'il n'avait pratiquement pas regardé depuis des années. C'était une vieille photo, un groupe de jeunes soldats couverts de poussière, souriant dans une jungle dense à l'étranger. Edward fixa un visage. « Mon frère », murmura-t-il. « Thomas. Il a servi dans la compagnie Baker. Il n'est jamais revenu. » Il leva les yeux vers Robert, le regard soudain clair et déterminé. « Ce n'est pas simplement une employée, Robert.
dit-il d'une voix dure. « C'est de la famille. »« Monsieur, donnez-moi leur adresse, » ordonna Édouard. Sa voix était basse, mais ferme. « Et trouvez où se trouve Emily Carter, maintenant. » L'adresse se situait dans un quartier de la ville où Édouard n'avait pas mis les pieds depuis des décennies. L'immeuble était un vieux bloc gris marqué par le temps. Édouard ne prit pas la Rolls-Royce. Il choisit une voiture simple. C'était important de passer inaperçu. Le bâtiment sentait le vieux tapis et les légumes trop cuits. Il monta les escaliers en ciment fissuré jusqu'au 3e étage. Devant la porte du logement 3B, il frappa doucement. Il y eut une pause, puis des pas lents, douloureux. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, retenue par une chaîne. Un œil méfiant apparut. « Linda » dit Édouard doucement. La porte se referma aussitôt. Il entendit un sanglot étouffé. Puis la chaîne s'abaissa. La porte s'ouvrit complètement. Linda se tenait là, mais à peine. Elle était plus maigre, plus pâle, et paraissait bien plus âgée que son âge réel. Ses doigts étaient enflés, tordus. Sa peau était jaunâtre, son visage portait la couleur terne de la douleur constante. Elle s'appuyait lourdement sur un déambulateur en métal. Ce n'était plus la femme forte et organisée qui avait autrefois dirigé sa maison. « Monsieur Harrison », souffla-t-elle submergée de honte, « je voulais vous appeler, j'ai été... » « Linda !» l'interrompit doucement Édouard en s'avançant. « Je suis venu pour te voir, c'est tout. » Elle s'écarta pour le laisser entrer dans le petit appartement. L'endroit était propre mais glacial, peu de meubles. Un petit chauffage électrique bourdonnait faiblement dans un coin, luttant contre le froid. « J'ai vu Emily cette nuit, » dit Edward. Le visage de Linda se décomposa. Elle s'effondra sur le canapé usé, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « Oh mon Dieu, elle me l'avait promis, » murmura-t-elle. « Je lui ai dit de ne pas y aller. Je l'ai supplié. Je peux encore travailler, j'avais juste besoin d'un peu plus de temps. »« Linda, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade ?» demanda Edward. « Et dire quoi ?» répondit-elle d'une voix basse et amère, les larmes coulant sur ses joues. « Que je ne suis plus capable de faire mon travail, que j'échoue, que je dois être remplacée ?» Elle secoua la tête, la voix brisée. « Ce travail, c'est tout ce qu'on a. Il paie les visites médicales de base. C'est la seule chose qui nous maintient à flot. » Edward resta silencieux. Puis il demanda, presque dans un souffle, « La bourse ?» Linda releva brusquement la tête. Ses yeux étaient pleins d'une douleur nouvelle, plus vive, plus profonde. « La bourse présidentielle, » dit Edward. « Georgetown. » « Je sais, » répondit Linda. Puis elle laissa échapper un son que jamais Edward n'avait entendu. Un cri brut, déchirant, venu du plus profond d'elle-même. « J'ai trouvé la lettre, » sanglota-t-elle, « celle de la Maison Blanche, dans la poubelle. » La poitrine d'Edward se serra. « Je lui ai demandé pourquoi, » continua Linda, les larmes coulant librement. « Et elle m'a juste regardé. Ses yeux étaient vides, si fatigués. Et elle m'a dit, « À quoi ça sert une bourse, maman? Est-ce que ça paie tes médicaments? Est-ce que ça garde les lumières allumées ?» Linda enfouit son visage dans ses mains, serrant ses propres cheveux avec des doigts tremblants. « Elle abandonne tout, » dit-elle entre ses sanglots. « Tout son avenir, tout ce pourquoi elle s'est battue. Pour moi, pour 900 $. » Edward peinait à respirer. Son cœur se brisait en morceaux. Ce n'était pas seulement de la pauvreté, c'était pire, une souffrance silencieuse née de choix impossibles. C'était le prix du sacrifice, payé par une enfant. « Où est-elle, Linda » demanda-t-il doucement. « Où est Emily en ce moment ?» Linda hésita, les yeux pleins de culpabilité. « Elle a trouvé un travail, » murmura-t-elle, honteuse. « Un vrai, de nuit, pour pouvoir rester avec moi la journée, au cas où je tomberais. Au cas où je ne pourrais pas me relever. C'est dans un diner, The Evening Star. »« En centre-ville, » ajouta-t-elle dans un souffle. Edward acquiesça. « Reste ici, verrouille ta porte, » dit-il doucement. « Je reviendrai. » Le diner. The Evening Star
était un autre monde, bruyant, bondé, imprégné de l'odeur du café brûlé, de la friture et du produit pour les sols. Edward Harrison y entra en se sentant comme un homme venu d'un autre univers. Tout dans cet endroit, des néons bourdonnants au menu collant, tranchaient avec son manteau de laine sur mesure, désormais trop élégant, presque comme un déguisement. Il s'installa dans une banquette au fond, le dos contre le mur. Une serveuse d'un certain âge, au regard fatigué mais au sourire doux, s'approcha. « Qu'est-ce que je vous sers, mon chou ?»« Juste un café. Noir », répondit Édouard, le regard déjà en train de scruter la salle. Et puis, il la vit. Émilie passait rapidement entre les tables, un grand plateau équilibré sur un bras. Ses cheveux blonds étaient attachés sous une charlotte bleue, et son uniforme trop grand pendait maladroitement sur sa silhouette maigre. Le nom rouge brodé sur sa poche disait « Patty ». Ce n'était pas son prénom, mais ici, rien ne lui appartenait vraiment. Elle bougeait comme quelqu'un d'habitué à être invisible. Pas de sourire, pas de bavardage, juste une concentration silencieuse. Elle remplissait les verres, portait des assiettes lourdes, nettoyait les tables. Elle avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques semaines. Edward la vit grimacer légèrement en soulevant une cuve en plastique pleine de vaisselle sale. Il aperçut un homme derrière le comptoir, un gérant petit et trapu, vêtu d'une chemise froissée tachée de graisse, qui lui criait dessus. Elle ne broncha pas, ne répondit rien. Elle hocha simplement la tête et continua. « Elle est exactement comme sa mère », pensa Edward, le cœur serré. « Elle endure la douleur. Elle refuse de plier. » Il ne l'appela pas tout de suite, il attendit. Il sirota le café amer et clair et l'observa. Pendant 20 minutes, il resta là à l'observer. Il la regarda se déplacer rapidement, presque invisible, toujours au bord de l'épuisement. Une fille qui aurait dû traverser une Seine en toge et mortier, essuyait maintenant du ketchup sur des banquettes en vinyle. Puis elle s'approcha de la table voisine. Ses bras étaient chargés d'assiettes empilées. Son corps semblait épuisé, son expression vide. « Émilie » dit Edward. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa le bruit ambiant comme une lame. Elle se figea, les assiettes s'immobilisèrent entre ses mains. Elle se tourna vers la voix, ses yeux se fixant sur lui. Son visage se vida de toute couleur. Elle regarda Edward, puis son uniforme taché, puis le burger à moitié mangé qu'elle tenait encore. Tout son corps se mit à trembler. Puis tout s'effondra. Le plateau bascula, la vaisselle s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant de céramique et de verre. Les assiettes éclatèrent. Un verre de soda explosa, projetant du ketchup et des frites détrempées sur le carrelage. Le dîner se figea, tous les regards se tournèrent vers elle. Émilie ne bougea pas. Elle resta debout, stupéfaite, fixant le désordre, fixant Edward. Ses épaules commencèrent à trembler. « Carter !» hurla le gérant. Son badge indiquait Frank. Son visage était rouge, sa voix tranchante. « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sera retiré de ton salaire. » Mais Émilie ne se tourna même pas vers lui. Ses yeux restaient fixés sur Edward. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus profond que la peur. Quelque chose qui blessait plus que la honte. De l'humiliation pure. Sans un mot, elle tomba à genoux. Ses mains se tendirent vers les morceaux de verre brisés, sans gants, sans balai, juste ses doigts nus et tremblants. « Carter, va chercher un balai, nettoie-moi ça tout de suite !» cria encore Frank, plus fort. « Tu peux t'estimer heureuse que je ne te vire pas sur le champ. C'est une semaine de salaire. Tu m'écoutes, espèce de... » « Ça suffit, » dit Edward. Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Son ton était bas et froid, plein d'autorité. Le genre de voix qui n'exige pas le silence, mais le crée. Le dîner entier se tut. Même le néon semblait cesser de bourdonner. Edward se leva lentement et avança. Il se plaça entre Frank et Émilie, qui étaient toujours accroupis au sol, tentant de ramasser les débris. Il dominait le manager. Bien qu'Edward ait presque 70 ans, il se tenait droit, sûr de lui, dégageant cette autorité tranquille d'un homme habitué à décider, un homme habitué à être obéi. Frank, soudain conscient du manteau coûteux, de la montre en or et de l'aura évidente de richesse et de pouvoir, cligna des yeux.
Vous êtes qui exactement » protesta-t-il, mais sa voix perdait déjà de son assurance. « C'est mon employé. » Edward le coupa net. « C'est une enfant, dit-il fermement. Une enfant qui n'a clairement rien à faire ici. Elle est malade. Elle est épuisée. Et elle doit rentrer chez elle. » Edward glissa la main dans la poche intérieure de son manteau et sortit un portefeuille en cuir. Il compta calmement 3 billets de $100 et les posa sur le comptoir. « Pour la vaisselle, dit-il, et pour le désordre, et pour le café. » Les yeux de Frank s'écarquillèrent. Il attrapa l'argent aussitôt. Mais Edward ne lui accorda plus la moindre attention. Il lui tourna le dos, l'ignorant totalement, et s'agenouilla près d'Emily. Ses genoux lui firent un peu mal, mais il n'y prêta pas attention. Il était maintenant à sa hauteur. Des larmes coulaient sur les joues d'Emily. Son visage était marqué par la sueur et la graisse, et ses mains tremblaient encore tandis qu'elle tentait de nettoyer les morceaux de verre. « Emily, dit Edward doucement mais avec fermeté. « Arrête, lève-toi, tu viens avec moi. »« Je ne peux pas, » murmura Emily, sa voix à peine audible, lourde d'émotion. « Mon service, il faut que je... » « Ton service est terminé, » l'interrompit Edward avec douceur en lui tendant la main. C'était une main sûre, propre, ferme, la même main qui avait signé des contrats valant des milliards. Pendant un instant, Emily la fixa. Pour elle, c'était comme une bouée de sauvetage. Avec des doigts tremblants, gras et écorchés, elle finit par la saisir. Edward l'aida à se lever sans effort, comme si elle ne pesait rien. Mais il ne lâcha pas sa main. Il la tint fermement par la main en la guidant vers la sortie, la protégeant des regards silencieux des clients attablés. « Attendez !» lança Frank, comprenant trop tard qu'il était en train de perdre quelqu'un, même quelqu'un qu'il n'avait jamais traité avec un minimum de respect. « Vous ne pouvez pas, elle doit... » Edward s'arrêta près de la porte et tourna légèrement la tête. « C'est terminé, » dit-il calmement. Et la manière dont il le dit rendit cela définitif. Il n'y avait plus rien à ajouter. Sans un regard de plus pour l'homme, Edward poussa la porte vitrée et guida Emily dehors. L'air froid de la nuit les enveloppa alors qu'ils laissaient derrière eux la lumière criarde des néons, l'odeur de graisse et les débris brisés sur le sol. La voiture qui les attendait au bord du trottoir était sobre. Une berline sombre, loin des véhicules voyants qu'Edward utilisait habituellement. À l'intérieur, tout était silencieux et chaud, avec une légère odeur de cuir vieilli et de tabac à pipe. Emily s'assit raide sur le siège passager, les mains sur les genoux, encore sales du sol du diner. Son corps était tendu. Elle fixait l'horloge du tableau de bord. 23:47. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il l'avait emmenée. Un lourd silence flottait dans l'air. On aurait dit qu'elle tentait de disparaître en elle-même. Edward conduisait lentement, ses grandes mains détendues sur le volant. Il ne mit pas la radio. Le seul bruit venait du va-et-vient régulier des essuie-glaces, chassant une fine brume sur le pare-brise. Il la regarda dans la lumière tamisée de l'habitacle. Elle était tournée vers la vitre, une silhouette dans l'ombre, silencieuse, fermée. « Tes mains, dit-il doucement, brisant enfin le silence. Elles sont coupées ?» Surprise, Emily cligna des yeux. « Quoi ? Le verre, est-ce qu'il t'a blessé ?» Elle ouvrit lentement ses poings et baissa les yeux. Elle n'avait même pas remarqué la douleur, mais maintenant, elle la sentait, une fine entaille sanglante dans sa paume. « Je ne sais pas, c'est rien. » Edward soupira. Il gara la voiture dans une rue résidentielle calme, bordée d'arbres nus et de maisons endormies. Il coupa le moteur, puis alluma la lumière intérieure. Une lueur douce révéla les traces sur le visage d'Emily, ses cheveux aplatis par la charlotte et la fatigue profonde marquée dans chacun de ses traits. Elle le regarda, troublée. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ça risque de piquer un peu, » répondit-il simplement. Il n'ajouta rien, il ouvrit la boîte à gants avec méthode et en sortit une petite trousse noire de premier secours. Sa vie était organisée, sa voiture n'y faisait pas exception. Dans la trousse, il prit une lingette antiseptique et un pansement. « Donne-moi ta main. »
Non, ce n'est pas grave, balbutia Émilie. Je salis votre voiture, je peux juste... Émilie, son ton était doux mais portait du poids, la même autorité tranquille que dans le dîner. Elle hésita, puis, à contre-cœur, tendit sa main tremblante. Il la prit avec délicatesse. Sa main à lui était chaude, douce mais ferme. Il la tenait prudemment pendant qu'il essuyait le sang, puis ouvrit la lingette antiseptique. Quand il nettoya la plaie, Émilie sursauta, aspirant l'air entre ses dents. « Je t'avais prévenu », murmura Édouard en restant concentré. « Mieux vaut une petite douleur maintenant qu'une vraie souffrance plus tard. C'est ce que disait toujours mon frère Thomas. » Il s'appliqua avec calme. Chaque geste était précis, mesuré. Il enroula le pansement autour de sa paume et le lissa délicatement. Émilie l'observait, la respiration suspendue. C'était Edward Harrison, un bâtisseur d'empire, un homme capable de faire trembler les marchés. Et il était là, dans une voiture à l'arrêt, en train de s'occuper d'elle comme un père le ferait avec sa propre fille. La tendresse, cette bonté inattendue, cela brisa quelque chose en elle. Une larme chaude coula sur sa joue, puis une autre, et encore une. Edward acheva le pansement et sortit de son manteau un mouchoir propre, soigneusement plié, qu'il lui tendit sans la regarder. « Pour ton visage, dit-il. » Il redémarra la voiture et reprit la route. Émilie essuya ses larmes en silence. Sa voix, quand elle se fit enfin entendre, n'était qu'un murmure. « Merci. De rien, » répondit Edward, les yeux fixés sur la route. Ils roulèrent tranquillement encore sur plusieurs pâtés de maison. Puis il parla de nouveau, d'un ton détendu. « Georgetown. » Émilie se tourna vers lui, surprise. « Monsieur, c'était l'objectif, non ? L'université de Georgetown, dit-il calmement. Ou, en tout cas, ça l'était. « Pourquoi ?» demanda doucement Émilie, les yeux fixés sur le mouchoir plié posé sur ses genoux. « J'aimais l'histoire, dit-elle d'une voix tremblante. Et la politique. Je pensais peut-être travailler au département d'État, ou quelque chose comme ça. »« Tu voulais servir, dit Édouard avec douceur. »« Ce n'était pas une question. » Elle hocha la tête. « Oui. C'est un rêve honorable, répondit-il, mais difficile à atteindre, surtout si tu ne vas plus à l'école. » Son visage rougit à nouveau. La honte revenait, brûlante, cuisante. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Alors explique-moi, Émilie, dit-il calmement. Aide-moi à comprendre. Parce que ce que je vois, c'est une jeune femme brillante, première de sa classe, reconnue au niveau national, acceptée avec une bourse complète dans l'une des meilleures universités du pays, et elle abandonne tout. Pourquoi ? Je ne l'ai pas jetée, cria-t-elle soudain. Sa voix se brisa, la colère jaillissant. Je ne l'ai pas jetée. Les larmes jaillirent de ses yeux alors que le barrage cédait enfin. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre ? Sanglota-t-elle. Je suis rentrée ce jour-là, juste après les cours. J'avais la lettre dans la main, celle de la Maison Blanche. J'étais tellement heureuse que je tremblais. Elle haletait entre ses sanglots, à peine capable de parler. J'ai couru dans l'appartement et ma mère était par terre, recroquevillée. Elle ne pouvait pas se relever. Elle ne pouvait même pas parler à cause de la douleur. J'ai cru, mon Dieu, j'ai cru qu'elle mourait. Edward serra le volant. Ses jointures blanchirent. Le médecin a dit que c'était le lupus, continua Émilie, la voix rauque, et que ses médicaments ne faisaient plus effet. Elle avait besoin d'un spécialiste, d'un nouveau traitement. Elle se moucha dans le mouchoir, sans se soucier de son apparence. Mais l'assurance ne le couvre pas. Ils ont dit que le nouveau traitement était expérimental. Juste les comprimés, rien que ça, coûtaient 900 $ par mois. Et ça ne comptait même pas les consultations ni les examens. Edward ne dit rien, il écoutait. Elle a perdu son deuxième emploi, poursuivit Émilie. Le pressing l'a licenciée parce qu'elle avait manqué trop de jours. Il ne restait que votre maison, la seule source de revenus qu'on avait encore. Sa voix se fit plus faible, chargée d'émotion. Je l'ai vue essayer de laver le sol, en pleurs, parce que ses mains étaient trop gonflées pour tenir le balai. Elle ne pouvait même plus plier les doigts.
Elle allait se faire renvoyer, on allait perdre notre appartement, tout perdre. Émilie s'arrêta, déglutissant avec difficulté. Alors j'ai jeté la lettre. J'ai dit à l'école que je ne reviendrais pas. J'ai pris le téléphone de maman et j'ai bloqué le numéro de l'école pour qu'il ne l'appelle pas. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que je faisais. Tu as commencé à travailler, dit Edward doucement. Je devais le faire, acquiesça-t-elle. J'ai nettoyé votre maison quand elle ne pouvait pas. Je n'étais pas payé. Je voulais juste garder le poste, garder l'assurance. J'ai pris des services de nuit au dîner, 11 $ de l'heure. J'économisais. J'étais si près du but. Il me manquait juste une semaine. Sa voix s'éteignit. Sa confession l'avait vidée. Elle appuya sa tête contre la vitre froide de la portière. « Je déteste ça », murmura-t-elle. « Je déteste tout ça. Mais j'aime ma mère plus que tout. Je ne pouvais pas rester en cours d'histoire à écrire des dissertations sur la diplomatie mondiale pendant qu'elle disparaissait à la maison. À quoi bon une bourse si je perds ma mère ?» Edward ne répondit pas tout de suite. Il continua de conduire, absorbant chaque mot. Ce n'était pas une décrocheuse, c'était une combattante, une fille qui faisait des sacrifices cruels, une soldate prête à tout pour protéger celle qu'elle aimait. Il gara la voiture devant le même immeuble délabré où il était venu plus tôt. « Tu ressembles beaucoup à ta mère, » dit-il. « Quoi ? Elle m'a menti, elle aussi, » répondit-il en se tournant vers elle, « pour protéger son travail, pour te protéger. » Il plongea son regard dans le sien. « Et toi, tu as menti, pour la protéger, elle. » Il laissa ces mots flotter dans l'air. « Vous êtes toutes les deux de très mauvaises menteuses, » ajouta-t-il, la voix plus douce, « et beaucoup trop fières pour votre propre bien. » Émilie cligna des yeux. Un infime sourire tenta d'apparaître sur ses lèvres, fragile, tremblant. « Cette fierté, » reprit Edward, « elle vous coûte tout, ton avenir, sa santé. » « C'est notre problème, » répondit rapidement Émilie. « Je vous rembourserai, pour la vaisselle, d'une façon ou d'une autre. »« Arrête de parler des assiettes, » lança Edward, l'agacement perçant maintenant dans sa voix. « Elle ne compte pas, le dîner ne compte pas. Et 900 $, ça ne représente absolument rien pour moi. »« Pour nous, si, » répliqua Émilie. « Ça ne compte pas, » répéta-t-il, cette fois avec une finalité sans appel. « Maintenant, descends de la voiture, on va voir ta mère. » La montée des 3 étages fut différente cette fois. Émilie passa devant. Ses épaules étaient basses, ses pas lents. Edward la suivait, silencieux, solide, inébranlable. Devant la porte, Émilie eut du mal à trouver la bonne clé. Sa main blessée lui compliquait la tâche. Finalement, dans un petit clic, la serrure céda. La porte s'ouvrit. L'appartement était sombre, éclairé seulement par la faible lueur orangée du petit radiateur électrique dans le coin. Linda était recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une couverture râpée. Son visage était figé dans une peur profonde, la peur née des nuits interminables d'angoisse et de scénarios catastrophes. On voyait qu'elle avait attendu, convaincue qu'un coup à la porte pouvait annoncer la fin de tout. Quand elle vit Émilie entrer, portant encore l'uniforme trop grand et taché du dîner, son expression se transforma en panique. « Émilie, ma chérie, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es blessée ?» s'écria-t-elle. Puis ses yeux glissèrent et elle vit l'homme derrière sa fille, Edward Harrison. La peur sur le visage de Linda se mua instantanément en quelque chose d'encore plus lourd, la honte. Elle tenta de se lever, de se tenir droite, de redevenir la gouvernante fiable qu'Edward avait toujours connue. Mais ses jambes fléchirent, trop faibles. Elle retomba sur le canapé. « Monsieur Harrison », souffla-t-elle, la voix tremblante, « je ne sais pas quoi dire. » Edward entra dans la pièce, son regard calme et fixe. Sa présence remplissait l'espace, mais il n'était pas en colère. « Elle travaille de nuit, » dit-il simplement, « dans un dîner pour payer tes médicaments, les médicaments dont tu ne m'as jamais parlé. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air froid, lourd et indiscutable. Linda se tourna vers Émilie, la voix brisée. « Tu lui as dit ?»« Il m'a vu, maman, » murmura Émilie. « Au dîner,
J'ai fait tomber un plateau. Tout s'est cassé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Le dernier mur qu'Émilie avait construit autour d'elle-même s'effondra. Elle traversa la pièce en courant et se jeta sur le canapé, enfouissant son visage dans les genoux de sa mère, secouée de sanglots incontrôlables. Linda entoura sa fille de ses bras, ses mains enflées, caressant ses cheveux malgré la douleur. Elle leva les yeux vers Edward, qui se tenait devant elle, non pas comme un milliardaire, ni même comme un employeur, mais comme un homme témoin d'une famille, en train de se briser sous le poids de la misère. « S'il vous plaît, » dit Linda dans ses larmes, « je vous en supplie, ne la punissez pas. C'est ma faute. Je suis tombée malade, j'ai tout gâché. Je paierai ce qu'elle a cassé. Je ferai des doubles ou triples horaires. Je travaillerai gratuitement s'il le faut. Mais s'il vous plaît, ne prévenez pas la police. Ne faites pas de mal à ma fille. » Edward resta là, silencieux, les regardant se serrer l'une contre l'autre, noyé dans la peur et le désespoir. Il sentit quelque chose bouger en lui, un pincement soudain dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec l'âge ou la santé. C'était une vieille douleur, enfouie profondément, le souvenir de sa propre mère, assise dans le salon, pleurant quand le télégramme était arrivé. Le souvenir d'une maison pleine d'argent, mais vidée de toute joie. « Lui faire du mal ?» répéta Edward doucement, sa voix plus tendre qu'il ne le voulait. « Linda, je ne suis pas ici pour lui faire du mal. Je suis ici pour t'empêcher, toi, de lui en faire. » Linda cligna des yeux, confuse. « Quoi? Toi? Ta fierté, sa fierté. Vous êtes toutes les deux tellement occupées à faire semblant de ne pas avoir besoin d'aide que tu la laisses sacrifier son avenir. »« Aide ?» répéta Linda, comme si ce mot était en langue étrangère. « De qui? Qui aide des gens comme nous? »« Moi ?» répondit simplement Edward. Il marcha jusqu'au vieux fauteuil usé et s'y assit. Il ne ressemblait plus à un magnate d'un empire mondial. En cet instant, il n'était qu'un homme plus âgé, assis dans un appartement froid et étroit, essayant de réparer quelque chose. « Voici ce qui va se passer », dit-il d'un ton calme, presque administratif. « Demain matin, à 9 heures précises, une voiture viendra. Elle t'emmènera, Linda, à la Cleveland Clinic. J'ai déjà parlé à un médecin là-bas, le docteur Meyer. C'est le meilleur spécialiste du lupus dans ce pays. Et c'est un vieil ami à moi. » Linda le fixa, abasourdie. « Je ne peux pas, » balbutia-t-elle. « Le coup. »« Tu ne parleras pas du coup, » l'interrompit Edward. « Tu parleras de ta santé. Tout, le transport, les soins, les médicaments, est pris en charge. Plus de discussion. » Linda voulut répliquer, mais il leva la main. « Je n'ai pas fini. » Il se tourna vers Émilie, qui releva lentement le visage de son refuge sur les genoux de sa mère. Ses yeux étaient gonflés, rouges. « Mon assistant Robert sera au lycée Northwood à 8 heures. Il rencontrera la directrice. Il expliquera que ton absence est due à une urgence médicale familiale. Il s'assurera que tu sois autorisé à passer tes examens finaux. Tu obtiendras ton diplôme. » Émilie le regarda, la voix à peine audible. « Mais la bourse, j'ai raté la date limite. Elle est perdue. » Edward esquissa un très léger sourire. « Les dates limites, dit-il, sont souvent des suggestions, du moins pour ceux qui savent convaincre. » Et Robert, ajouta-t-il, sait très bien convaincre. Il va parler avec l'équipe des admissions de Georgetown ce soir. Tu seras réintégré. Tu accepteras ta bourse. Tu seras à Washington cet automne. Sa voix s'adoucit. Ce n'est pas une discussion, c'est décidé. La pièce était silencieuse. Émilie et Linda restaient figées, abasourdies. En quelques phrases seulement, Edward venait de dénouer un nœud impossible qui les étouffait depuis des mois. Linda finit par retrouver sa voix. « Monsieur Harrison, pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi faites-vous ça? C'est de la charité. On ne peut pas accepter. C'est trop. » Edward se pencha en avant dans le fauteuil. La fatigue familière de ses insomnies de 3 heures du matin était revenue, mais cette fois, elle était différente. Ce n'était pas l'épuisement du surmenage ou de l'agitation. C'était émotionnel, profond.
Et ça avait un but. « Ce n'est pas de la charité, Linda, » dit-il doucement. Il la fixa intensément, scrutant son visage, comme s'il cherchait quelque chose perdu depuis longtemps. « Je suis venu ici plus tôt aujourd'hui, » reprit-il. « J'ai vu ton appartement, et j'ai remarqué une petite photo près de la porte. » Les yeux de Linda se tournèrent vers la petite table encombrée. Sa main se porta à sa gorge. « Une photo ? Oui, un homme en uniforme, un uniforme militaire. » La main de Linda trembla. « Mon père, » dit-elle à voix basse. « James Carter. » Edward acquiesça lentement. « Capitaine James Carter. »« Oui, » dit-elle à nouveau, sa voix pleine de fierté mêlée de douleur. « C'était mon père. Il a servi dans la 101e. » « C'est ce que je pensais, » murmura Edward. « Je devais en être sûr. »« Vous avez connu mon père ?»« Non, » répondit Edward. « Je n'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer, mais je savais qui il était. » Il s'arrêta un instant, rassemblant ses pensées. Ce qu'il allait dire, il ne l'avait pas prononcé à voix haute depuis 50 ans. « J'avais un grand frère, » dit Edward. Sa voix s'adoucit, son regard se perdant contre le mur du fond, comme s'il voyait le passé se dérouler sous ses yeux. Il s'appelait Thomas. Tout le monde l'appelait Tommy. Il était tout ce que je n'étais pas, drôle, intrépide, plein de vie. Je l'admirais. Emily et Linda restaient silencieuses, suspendues à ces mots. Je suis parti à l'université, je faisais des études de commerce. Tommy, il s'est engagé dans la 101e division aéroportée. Il a été envoyé au Vietnam, compagnie Baker. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. C'était l'unité de mon père. Edward acquiesça. Oui, ton père était son officier supérieur. Il marqua une pause. Tommy n'est jamais revenu. Il avait à peine 20 ans. Edward baissa les yeux vers ses mains qui avaient bâti richesse, pouvoir, réputation, mais qui n'avaient jamais pu ramener son frère. Ma mère, elle ne s'en est jamais remise. Sa mort l'a brisée. Elle a cessé de rire. Elle a cessé de vivre. Sa voix trembla légèrement. Mais puis, peu après, une lettre est arrivée d'un homme nommé James Carter, ton père. Edward regarda Linda, une émotion vive lui serrant la gorge. Il lui a écrit à une femme qu'il ne connaissait même pas, 3 lettres, en fait. Dans ces lettres, il parlait du courage de Tommy. Il nous a dit que Tommy avait sauvé 2 autres soldats, qu'il n'était pas seul quand c'est arrivé, que ton père était là, qu'il lui tenait la main. Il a écrit qu'il était fier d'avoir servi à ses côtés. Edward dut s'interrompre un instant. Sa voix se brisa sous le poids du souvenir. Ces lettres ont été les seules choses qui ont permis à ma mère de continuer à respirer. Elles nous ont donné quelque chose qu'aucune médaille, qu'aucun drapeau replié ne pouvait offrir, la paix. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit doucement son vieux portefeuille. D'un pli usé, caché, il tira un petit morceau de papier fragile, vieilli, jauni, marqué par le temps. Une photo. Il attendit à Linda. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la prit. Elle baissa les yeux et vit un groupe de jeunes soldats dans la jungle, souriant malgré la fatigue. Et au centre, un homme grand, solide, au regard ferme. Son père. À côté de lui, un jeune homme au sourire immense, un bras posé avec affection sur son épaule. « C'est mon père !» murmura Linda, traçant du doigt les traits du visage de son père. « Et lui, » dit Edward, en désignant l'autre jeune soldat, « c'est mon frère, Tommy. » Emily se pencha pour mieux voir, les yeux écarquillés. Elle n'avait connu son grand-père que comme un homme calme, un peu fatigué, qui sentait toujours un peu le tabac. Maintenant, elle le voyait, jeune, fort, vivant. « Ton père, » dit Edward, la voix chargée d'émotion, n'a jamais laissé personne derrière lui, ni en guerre, ni dans la mémoire. Il regarda Emily et il retrouva cette même étincelle dans son visage, le même honneur. « J'ai été un homme riche la majeure partie de ma vie, dit-il.
Mais il y a une dette que je n'ai jamais pu rembourser, ce que ton grand-père a offert à ma famille. » Edward se leva lentement. « Ce n'est pas de la charité, répéta-t-il. C'est une famille. C'est une promesse que je dois honorer depuis 50 ans. » Il regarda Linda. « Ton père a sauvé ma mère, Linda. Maintenant, j'ai l'occasion de lui rendre ce cadeau. Tu vas me laisser t'aider. » Edward jeta un coup d'œil à sa montre. Il était tard, déjà passé minuit. « Une voiture viendra te chercher à 9 heures, dit-il doucement. « Sois prête, s'il te plaît. Le docteur Meyer et son équipe t'attendront. » Linda hocha la tête, incapable de parler, les yeux toujours rivés sur la photo fanée entre ses mains. « Émilie, » dit Edward avec douceur. Elle leva les yeux, le visage gonflé de larmes, épuisé. « Je t'attends à l'école demain à 8h30 précise. Mon assistant, Robert, sera là pour t'y accueillir. Tu entreras, tu parleras à ta directrice et tu organiseras la passation de tes examens finaux. »« Oui, monsieur, » murmura Émilie. « Bien. » Edward se tourna pour partir. Arrivé à la porte, il s'arrêta et ajouta « Robert a également reçu l'instruction de faire rétablir vos services. Une livraison de courses est prévue. On ne peut pas avancer quand on a froid et faim. » Puis il regarda Linda. « Il n'a jamais laissé personne derrière lui, Linda, » dit-il doucement. « Il est temps que sa famille soit traitée de la même manière. » Il sortit, refermant la porte derrière lui dans un clic feutré. Pendant une minute entière, ni Linda ni Émilie ne bougèrent. Puis Linda poussa un long souffle, un mélange étrange de sanglots et de rires. Son corps s'affaissa, soulagé. Émilie, enfin submergée par la tension accumulée de la nuit, courut dans la petite cuisine et vomit dans l'évier. Quand elle eut terminé, tremblante, vidée, Linda était là, appuyée lourdement sur son déambulateur, lui tendant un verre d'eau. « Maman, » murmura Émilie, la gorge irritée. « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Linda balaya la pièce du regard, les avis de coupure sur la table, l'uniforme du dîner taché, la vieille photo toujours dans sa main. « Je crois bien, ma chérie, » dit-elle d'une voix fragile. « Je crois que ton grand-père vient de nous sauver. » Les 2 semaines suivantes semblèrent irréelles, comme si une main invisible reconstruisait leur vie morceau par morceau. À exactement 8h30 le lendemain matin, Émilie se présenta au lycée Northwood. Ses mains tremblaient. Robert Grant l'attendait déjà, calme, précis, vêtu d'un costume gris impeccable. Il géra tout avec une efficacité discrète. Dès qu'ils franchirent les portes, la directrice, Madame Collins, se précipita vers eux, le visage empli à la fois d'inquiétude et de soulagement. « Émilie, mon Dieu, on s'est tant inquiété pour toi. » « Il s'agissait d'une urgence médicale familiale, » déclara Robert avec aisance, lui tendant un dossier. « Émilie s'est occupée de sa mère. Voici les documents de la Cleveland Clinic. » Les yeux de la directrice parcoururent les papiers. Toute sévérité sur son visage s'effaça, remplacée par une tendresse émue. « Oh, ma chérie, » dit-elle à Émilie, « pourquoi ne nous as-tu rien dit ?»« Je ne savais pas comment, » murmura Émilie. « Maintenant tout est réglé, » dit Robert en hochant la tête. « Il ne reste plus qu'à planifier ses examens finaux. »« Oui, bien sûr, » répondit la directrice, « tout ce dont elle a besoin. » Pendant qu'Émilie était au lycée, une voiture vint chercher Linda pour l'emmener à la Cleveland Clinic. Elle avait peur, incertaine, mais à son arrivée, les infirmières l'attendaient déjà. Elles connaissaient son nom. Elles la guidèrent avec douceur. Le docteur Meyer, un homme au visage bienveillant et au regard apaisant, passa plus d'1 heure avec elle. « On va vous remettre sur pied, » dit-il. « Votre seul travail maintenant, c'est de vous reposer. » Et pour la première fois depuis 1 an, Linda Carter dormit, sans douleur, sans peur. De retour à l'appartement, l'électricité fut rétablie. Le chauffage au gaz se remit à ronronner, diffusant une chaleur constante dans les pièces qui, quelques jours plus tôt, étaient glacées. Un service de livraison arriva avec plusieurs cartons, légumes frais, viande, lait, œufs, pain, de la vraie nourriture. Émilie était assise à son petit bureau, ses vieux manuels ouverts devant elle. Elle étudiait, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle en avait à nouveau la possibilité.
Elle passa ses examens finaux. Les mots sur les feuilles ne lui rappelaient plus ce qu'elle avait perdu. Ils lui montraient où elle pouvait aller. Le jour de la remise des diplômes, le soleil brillait haut au-dessus du terrain de football du lycée. Des rangées de chaises pliantes s'étendaient sur la pelouse. Émilie était assise sur l'estrade, en toge et mortier bleu. Le cordon d'honneur, celui qu'elle avait failli jeter, était posé autour de son cou. Elle balaya la foule du regard. Là, au 3e rang, elle les vit. Sa mère, désormais en fauteuil roulant, ne ressemblait plus à la femme qui peinait autrefois à se tenir debout. Le gonflement de ses mains avait diminué. Ses cheveux étaient coiffés et relevés. Elle portait du rouge à lèvres. Elle rayonnait, les yeux brillants d'une fierté si intense qu'Émilie la ressentait jusqu'à la scène. Et à ses côtés, Edward Harrison, vêtu d'un simple costume gris. Il ne ressemblait pas à un milliardaire, il ressemblait à un grand-père. Il croisa le regard d'Émilie. Il ne sourit pas, mais lui adressa un seul hochement de tête, grave et solennel, un geste d'honneur. Ton moment. Lorsque l'annonceuse prononça son nom, major de promotion, Émilie Carter. La foule éclata en applaudissements. Émilie se leva et marcha jusqu'au pupitre. Elle ouvrit son discours, regarda ses notes, puis leva les yeux vers sa mère, vers Edward, et lentement, elle plia le papier et le posa devant elle. « Bonjour à tous, dit-elle. Sa voix était claire et assurée. J'avais écrit quelque chose sur l'avenir, mais debout ici, aujourd'hui, je crois que je veux parler d'autre chose. » Émilie s'agrippa au bord du pupitre, se stabilisant. « Je veux parler de ce que ça fait quand on ne voit plus d'avenir, » commença-t-elle. « Je veux parler de la gentillesse. » Elle inspira. On a tendance à penser que l'histoire est écrite par les gens importants, les présidents, les milliardaires. Elle jeta un bref regard à Edward au 3e rang. Il bougea légèrement. Mais l'histoire est aussi façonnée par des instants discrets, par des décisions silencieuses, par des gens épuisés, effrayés, qui choisissent malgré tout de faire ce qui est juste. Ses yeux retrouvèrent ceux de sa mère. Par un soldat qui prend le temps d'écrire à une mère endeuillée qu'il n'a jamais rencontrée. Par une femme qui cache sa douleur pour protéger sa fille. Par quelqu'un qui s'arrête, simplement s'arrête, en voyant quelqu'un tomber et tend la main. Elle inspira lentement, retenant ses larmes. Mon avenir, ce n'est pas quelque chose que j'ai bâti seul. Il m'a été offert, payé il y a des décennies par mon grand-père, protégé par ma mère qui a tout sacrifié. Et il m'a été rendu par un homme qui comprend une chose essentielle. Personne ne devrait être laissé derrière. Elle fit une pause. Félicitations à ma promotion. On y est arrivé. Mais, s'il vous plaît, ne partez pas d'ici simplement pour courir après le succès. Allez, et soyez bons, c'est comme ça qu'on change le monde. Merci. Le terrain fut silencieux 1 seconde, puis les applaudissements éclatèrent, pas polis, mais tonitruants. Ses camarades se levèrent, leurs familles les suivirent. La directrice Collins essuya les larmes sur ses joues. Linda sanglotait dans ses mains. Edward posa une main sur son épaule, son expression maîtrisée, mais les yeux brillants. 1 mois plus tard, Linda revint. Elle n'était pas guérie. Le lupus ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais avec les bons médicaments et des soins adaptés, elle était enfin en rémission. Elle avait demandé un rendez-vous et se trouvait maintenant assise en face d'Edward dans sa bibliothèque. « Edward », dit-elle, il avait insisté pour qu'elle l'appelle par son prénom. « Je n'ai pas les mots pour te remercier, mais je ne peux pas simplement rester là. Je ne peux pas être juste quelqu'un que tu as sauvé. J'ai besoin de travailler, de servir à quelque chose. » Edward sourit doucement. Il s'attendait à ce moment. « Je suis d'accord, » répondit-il. « C'est pourquoi j'ai déjà un travail pour toi. » Il désigna plusieurs boîtes empilées soigneusement sur son bureau. « Ma mère avait lancé un petit fonds, il y a longtemps, » expliqua-t-il. Elle l'appelait le fonds de la compagnie Baker. Son idée était d'offrir de petites aides aux familles de vétérans, pour des livres, les frais d'inscription, un loyer, juste de quoi soulager un peu le fardeau.
Il regarda les boîtes avec une légère pointe de regret. Après sa mort, je l'ai laissé s'endormir. J'étais trop occupé à construire des entreprises, à courir après des choses. Je l'ai oublié. Puis il croisa de nouveau son regard. Je viens de le rouvrir, et cette fois, je l'ai doté comme il faut. Mais il lui faut un cœur. Il a besoin de quelqu'un qui sait ce que ça fait d'avoir besoin d'aide, et d'être trop fier pour la demander. Le visage de Linda exprimait l'hésitation. Mais j'étais femme de ménage. Non, dit Edward d'une voix ferme, tu es la fille d'un soldat, une femme qui sait ce que signifie le mot sacrifice. Je ne connais personne de plus qualifié. Linda baissa les yeux vers les boîtes, des lettres de gens comme elle. Ce n'était pas de la charité, c'était une mission. Elle redressa les épaules, sa voix se raffermit. Oui, dit-elle, ce serait un honneur. L'été passa, et par un matin frais doux, Émilie se tenait devant leur nouvel appartement baigné de soleil, une valise à la main. Elle partait pour Georgetown. À ses côtés, Linda, plus forte et en meilleure santé, lui tenait la main. La berline sombre d'Edward arriva. Il en descendit, un sourire doux sur les lèvres. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête ?» répondit Émilie avec un grand sourire. Il lui tendit une petite boîte en carton, pour tes devoirs de sciences politiques. À l'intérieur, un ordinateur portable flambant neuf. « Edward, c'est trop. »« N'importe quoi, » répliqua-t-il simplement. Puis, il lui tendit une fine enveloppe carrée. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un cadre en bois simple, une photo de jeune soldat dans la jungle, son grand-père et le garçon souriant avec un bras passé autour de son épaule. « Mais elle était sur ton bureau, » dit-elle. « Elle est à toi. » Edward secoua doucement la tête. « Celle sur mon bureau appartenait à ma mère, » dit-il calmement. « Celle-ci est à toi maintenant. » Celle-ci, ajouta-t-il d'une voix douce teintée de souvenirs, c'était celle de Tommy. Elle était dans son portefeuille quand ils ont renvoyé ses affaires à la maison. Il marqua une pause, puis plaça le cadre dans ses mains avec précaution. Elle est restée dans une boîte pendant des décennies, mais je crois qu'il voudrait que tu l'aies, pour te souvenir de qui tu es, et d'où tu viens. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Elle n'hésita pas. Elle fit un pas vers lui et l'enlaça. Pas une étreinte polie ou timide, une véritable étreinte, pleine de gratitude. « Merci » murmura-t-elle, la voix nouée. « Pour tout, pour m'avoir vu. » Edward la serra contre lui, une main tapotant doucement son dos, l'autre posée sur son épaule. Sa gorge à lui aussi se serra. « Allez, file, dit-il en se raclant la gorge. Ne sois pas en retard. Washington n'attend pas. » Émilie se tourna et serra sa mère dans ses bras, longtemps, fort, avec tout l'amour du monde. « Je t'aime, maman. Promets-moi que tu prendras bien tes médicaments. » Linda rit à travers ses larmes. « Je te le promets. Mais toi, promets-moi que tu m'appelleras. Tous les soirs. »« Je te le promets. » sourit Émilie. Puis elle monta dans le taxi, sa valise à ses côtés. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda par la vitre arrière. Ils étaient là, sa mère, forte, rayonnante de vie, et Edward, l'ancien milliardaire insomniaque, qui avait enfin trouvé quelque chose de plus grand qu'une fortune à porter. Il avait passé doucement un bras autour des épaules de Linda, deux personnes issues de mondes totalement différents, désormais réunis sur le même trottoir, regardant s'éloigner l'avenir qu'ils avaient aidé à construire, vers quelque chose de nouveau. Edward resta là, immobile, jusqu'à ce que le taxi disparaisse au bout de la rue. Puis, il leva les yeux vers le ciel, limpide, lumineux, infini. Il avait bâti sa fortune en repérant les motifs, les systèmes météorologiques, les chaînes d'approvisionnement, les marchés, les gens. Pendant 50 ans, il avait cherché un moyen de rembourser une dette du passé. Et ce n'est que maintenant qu'il comprit la vérité. Cette dette avait toujours été destinée à l'avenir. Et avec cette prise de conscience, quelque chose bougea en lui. Un calme nouveau, une paix profonde, inconnue. Il se tourna vers Linda. « Allez, dit-il doucement. Il est temps d'aller au bureau. On a du travail. »
Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Edward Harrison savait vraiment que cette nuit, il dormirait enfin. Et c'est là, cher auditeur, que notre histoire se termine. Une dette, en retard de 50 ans, enfin honorée. J'espère que ce récit t'a offert un moment de pause, une respiration, et peut-être l'occasion de réfléchir à l'effet domino d'un simple acte de bonté. Jusqu'où il peut aller? Combien de vies il peut toucher? Étais-tu en train de te détendre après une longue journée, de commencer ton matin avec une tasse de thé, peut-être en train de plier du linge ou de voyager en train? Où que tu sois, je suis reconnaissant que tu aies choisi de passer ce moment avec moi. Si cette histoire t'a touché, dis-le-moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et si tu veux me rejoindre pour la prochaine, un like ou un abonnement aide vraiment à rendre cela possible. On cherche toujours à s'améliorer, alors n'hésite pas à partager ton avis. Merci encore de m'avoir écouté. À bientôt.